Et certes la vie ne procède que par mutation brusque. Dans l'intervalle des crises, il est vain de prétendre accoucher le destin. Elle seule nous révèle à nous-mêmes. À quoi bon les préméditations, les plans, les ruminations? La sagesse est de tenir pour vaines les superfluités, les tâtonnements, dont nous exagérons l'importance pendant ces périodes étales. Il faut attendre la crise qui viendra, la crise qui vient. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 26 juillet 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Il aurait peut-être mieux valu que je vous dise bonne nuit. Nous sommes en plein milieu de la nuit et l'impulsion m'a pris d'enregistrer comme ça, au beau milieu de la nuit, cette petite vidéo, car je me transforme peu à peu en guetteur. Je guette les occasions, je guette les fulgurances, je guette l'aube, et pour finir, je me guette moi-même, peut-être. Mes nuits sont de plus en plus courtes, les soirées d'études se prolongent de plus en plus tard. Ma faim de connaissance est inapaisable, semble-t-il. Et la petite citation qui m'a servi d'introduction à cette vidéo, elle est de Raymond Abellio. Et elle est tirée de ceci. Patrick Straham, qu'on appelait également le bison ravi, Blues clair, T41, No More Tea. Et j'ai fait une libre association entre Patrick Straham et Pacôme Thielman. Vous allez voir pourquoi. Livre de Pacôme Thielman que je vous montre ici à l'écran. Alors, on va établir tout de suite un rapprochement entre les deux hommes et après, je vais laisser Straham là où il est et je vais nous avancer ensemble avec Pacôme Thielman. D'abord, Patrick Straham est né dans la grande bourgeoisie française, a tout quitté pour venir, je ne dirais pas s'établir, car ça a été une longue errance chaotique, de déménagement en déménagement, subissant sans fin les affres de la pauvreté. Il a également sillonné l'Amérique. Il a rencontré toutes sortes de poètes, d'écrivains en Californie. Il a été bûcheron dans l'Ouest canadien. Et lorsque débarqué à Montréal au début des années 50, il avait appartenu à la mouvance situationniste de Guy Debord. Alors, il était rompu aux techniques de dérive, il était rompu aux soulographies savantes, au dérèglement organisé de tous les sens. Il était rompu à toutes les formes de désaliénation possibles. Et dans ses bagages, il restait un peu de poussière de l'or du temps d'André Breton. Je sais que la fin de vie de Patrick Straham a été très difficile, les morts presque abandonnés. Il m'arrivait parfois de le croiser dans cet HLM pour pauvres dans lequel habitait ma grand-mère, de le croiser dans l'ascenseur avec sa tenue d'Amérindien, étriqué avec tous ces symboles autochtones qui constellaient ses vêtements, avec parfois ce cigare-là de mauvaise qualité qu'il fumait.
je n'ai jamais osé lui dire que j'avais lu tous ses livres et que ça... Comment je pourrais vous dire ça? Donc, le mot m'a échappé. Raymond Rubillier a écrit sa niche psychobiologique. C'est pas exactement ça. Mais il disait que c'était important d'avoir un lieu à soi, d'avoir un lieu à soi magique où où on pouvait développer ses habiletés médiumniques. Et quel est le lien ici avec Pacôme Tillman? C'est que Patrick Straham a été l'un des premiers à parler du rock et à parler du jazz aussi, à en parler intelligemment et à dire combien la pratique de l'un et de l'autre, cette pratique-là, chamanique, eh bien, l'avait conduit à revoir la vie autrement. On sait également que Straham, ce qui n'est pas le cas de Pacôme Tillman, avait adhéré à la fable du communisme. Pour lui, cette fable-là représentait encore. Souvenons-nous, nous sommes au début des années 50. Les Soviétiques ont courageusement remporté cette grande guerre qu'ils appellent la guerre patriotique. Ne pas aimer, ne pas être enthousiaste du sacrifice du peuple russe qui a bloqué la route aux nazis, eh bien, personne de vraiment sensé, à moins de défendre férocement des intérêts de classe, ne pouvait ne pas être enthousiaste à cette victoire. Ce qui était le cas de Straham. Et Straham, donc, a beaucoup, l'esprit du rock'n'roll a soufflé sur lui. Il a été l'un des premiers ici en Amérique du Nord, au Québec, à en parler. Et cette quête-là, parce qu'en même temps, tout en étant un matérialiste, tout en étant un adepte du matérialisme historique, c'était un mystique à l'état pur, Patrick Straham. Ce qui déconcertait parfois ses amis dialecticiens lorsqu'il évoquait son amour des chiffres, son amour des signes. Tout cela rendait sa garde rapprochée, un peu perplexe. Cette manie aussi qu'il avait de donner des noms à tous ses amis, de les rebaptiser, comme il s'était lui-même rebaptisé en l'honneur de Boris Vian, le bison ravi. La quête gnostique de Patrick Straham a fini dans la désespérance. Et c'est là où le rapprochement avec Pacôme Tillman s'arrête. Parce que celle de Pacôme Tillman est anti-nihiliste. Son livre, Tous les chevaliers sauvages, aurait pu s'appeler également, dont le sous-titre est Tombeau de l'humour et de la guerre. Le tombeau de l'humour et de la guerre, ici, peut-être que je me trompe, mais ça fait référence à l'aventure du journal satirique Harakiri, dont j'ai été un adepte éperdu. On aurait pu appeler donc ce livre-là Tous les chevaliers sauvages. On aurait pu l'appeler également, ou le sous-titre aurait pu être Manuel viatique pour les temps de contre-nihilisme ou bréviaire contre-nihiliste. Enfin, quelque chose qui refuse de s'abandonner à pas juste à la morosité ambiante, de s'abandonner aux préconçus, au cadastrage de l'imaginaire, à en l'encanage des pulsions vitales. Un mot sur l'écriture de Pacôme Tillman avant de poursuivre. Une écriture remarquable, à la fois chargée de symbolisme, mais toujours à l'intérieur de ses moyens. Il ne pratique pas l'obscurantisme volontaire, ce qui est parfois agaçant chez certains adeptes de l'écriture initiatique. Il nous offre des clés. Ces clés-là, il faut quand même s'en emparer. Elles nous ouvrent toutes sortes de portes.
Écriture donc riche, à la fois chargée de mystère et également très précise dans sa description. On aurait envie de penser à une épée, on aurait envie de penser aussi à un rayon laser. Quelque chose comme la flèche, là, qui va directement, qui atteint directement la cible, mais une flèche pleine de détails, une flèche d'Indien, finalement. Une flèche qu'aurait aimé accrocher à son chapeau Patrick Straham. Alors, en bon rocker, Pacôme Tillman ne rendra pas les armes. Et il va s'arranger pour gagner. C'est ce que je pense. Il est déterminé, il est créatif, il a sans doute un bon mode de vie, ce qui n'était pas le cas de Patrick. Il est plein de vie, plein de sève. Et franchement, et j'ai vécu ici en lisant ce livre, c'est le premier que je lis de Pacôme Tillman. Je suis loin d'être un spécialiste de son travail. J'espère que vous l'avez compris. C'est une petite évocation. Eh bien, j'ai vécu une expérience donc de lecture avec ce livre-là, inédite, parce que c'était peut-être la première fois de ma vie où je me retrouvais à lire un livre où absolument, mais quand je dis absolument, c'est absolument, toutes les références m'étaient familières. J'avais l'impression de me retrouver avec, j'allais pas dire, j'avais l'impression de me retrouver avec le vrai frère que je n'ai pas eu. Alors, qui on voit sur la page couverture? Le portrait qui orne la page couverture? Réserve. Réserve à poil. Réserve. Réserve. Hein? Alors, et ça débute par le bombardement les bombardements américains. Référence à ce livre remarquable de Mishima, Le Japon moderne et l'éthique samouraï, livre fondamental. On enchaîne après ça avec le film avec les Monty Python, avec le cinéaste japonais Kurosawa. Honnêtement, et là apparaît soudainement l'épopée d'Harakiri, le journal satirique Harakiri, où travaillait Rézère, le professeur Choron, Cavana, et certains de ces passages-là sont tirés du journal de Marc-Édouard Nab, un autre qui m'est familier, mais qui m'est totalement familier. Apparaît Louis Powers, Céline. Mais je vais vous lire un petit passage là-dessus, sur Harakiri. La haine de la sentimentalité, la haine des larmes amères et de la pitié sera une constante d'Harakiri. Sous l'influence du cinéma hollywoodien et de la chanson d'amour, prenant son point d'appui sur la disparition presque totale après-guerre du mariage arrangé et par la diminution de l'influence des religions d'État, impliquant alors un surinvestissement affectif dans le domaine de l'accomplissement sentimental, l'amour devient le cœur de la manipulation des affects individuels par les puissances d'argent et de mort. On a bien compris, hein? La pulsion est allée se réfugier dans cette illusion-là de l'amour. Oh, que de crimes n'avons-nous pas commis en ton nom?
Le gnostique veut la connaissance. Le gnostique veut la connaissance et veut la lumière également. Et veut la vitalité aussi. Les filles sont éduquées par les récits d'apprentissage du cinéma et de la chanson pour chercher leur épanouissement personnel dans l'amour, comme les garçons dans la réussite sociale. Et ils et elles enchaînent des déconvenus qui ont pour conséquence la nécessité de combler cette attente à travers des produits qui officient comme autant d'objets de substitution. En outre, l'hypertrophie de la question du deuil. L'hypertrophie de la question du deuil. Ce deuil sans fin, ce deuil qui n'est jamais fait, ce deuil qui est toujours ouvert, comme un tombeau jamais refermé. Parenthèse était de moins. Et l'idée d'une impossibilité d'achever celui-ci est la contribution particulière de la psychanalyse à ce ramollissement de la société, supposé nous maintenir à l'état larvaire entre la mort indépassable et l'amour introuvable, cherchant une stabilité émotionnelle dans les médiocres récits de la télévision et les tristes promesses des politiques. Harakiri est anti-amour, comme seul Louis-Ferdinand Céline avait pu se permettre de l'être précédemment. Et dès Voyage au bout de la nuit, dont c'est le cœur du cœur, l'amour, c'est elle, la misère. Et rien qu'elle encore, elle toujours, qui vient mentir dans notre bouche, la fiente, c'est tout. Elle est partout, la vache. Faut pas la réveiller, sa misère, même au chiquet. Harakiri est anti-amour. Alors, vous voyez, je pourrais continuer. J'ai été vraiment, c'était la première fois dans toute. Là, il dit ce qu'il nous dit, ça, le professeur Choron. Sauf que Choron avait beau être charismatique, ce n'était pas un homme de pouvoir, c'était un chef de guerre. Ben oui. Hein? Ils nous ont déclaré la guerre, ces zombies. Le zombie, figure excellence, par excellence, de notre modernité. Ni tout à fait vivant, ni tout à fait mort. Le zombie, c'est la loi du nombre, qui se multiplie à l'infini, qui sont sous influence, dont l'esprit a été transformé par les nouvelles combinaisons moléculaires, dont les affects relâchés, dont les affects infantilisés, dont les affects en régression permanente, eh bien, ces zombies-là nous environnent de toutes parts. Et notre sorcier, parce que Pacôme, Tillman, à défaut peut-être d'être un guerrier, est assurément un sorcier. Et il n'y a aucune véritable guerre cosmique, qui se joue sans la présence chamanique du sorcier, sans l'interprète des signes autour de nous, sans la capacité, sans cette capacité surhumaine qu'a le sorcier de décrypter les nuages, d'écouter la rumeur du monde, d'écouter souffler l'esprit du rock'n'roll. It's only rock'n'roll. Je vous remercie d'être avec moi. Oh, je rajoute un dernier détail. Pacôme Tillman et François Bon ont un point commun également.
Ils ont un rapport décomplexé à la culture rock, ce qui n'est pas le cas pour la majorité des Québécois qui se piquent de culture. Nous avons mis le rock à part. Peut-être est-ce parce que nous avons travaillé individuellement si fort pour maîtriser cette langue étrangère qu'est le français, ou cette langue maternelle qui est de plus en plus loin dans notre esprit. Peut-être que nous avons travaillé si fort pour aller chercher un peu d'histoire, pour aller s'inscrire dans la durée, que notre rapport au rock, eh bien, s'est vu, nous n'avons pas assumé cette part-là chamanique en nous-mêmes, car nous n'avons fait que survivre finalement. J'aimais cette hypothèse-là. Et c'est la lecture, faite il y a déjà quand même une douzaine d'années, de Lipstick Traces de Grail Marcus, qui m'a enfin ouvert l'esprit. Et quant à Frank Zappa, je conclus par cette petite anecdote. J'ai écouté Frank Zappa dans ma vie pendant 3 jours. Oui. J'ai écouté Frank Zappa dans ma vie pendant 3 jours. 3 jours, j'avais à ce moment-là 15 ou 16 ans et j'étais en compagnie d'une jeune femme qui était âgée de quelques années, de plus que moi. Et nous avions communié ensemble en absorbant des buvards de LSD d'une infinie qualité qui provenaient de la City Light, le bookstore City Light de San Francisco. Je vous raconterai ailleurs comment le poète Lawrence Ferlinghetti propageait et disséminait à travers les divers communes hippies de l'Amérique ce produit-là, afin d'ouvrir les consciences. Alors pendant 3 jours, elle et moi avons halluciné, avons vu Dieu, et il tenait une guitare électrique, et il avait une petite moustache, et il s'appelait Frank. Et ces 3 jours-là où j'ai écouté en boucle avec elle qu'elle était une amoureuse folle de Frank Zappa, eh bien, en fait, que j'ai parfaitement intégré la manière d'être, la manière de penser, le groove, l'esprit, l'âme, le soul de Frank Zappa, qu'aujourd'hui, je vous dirais, j'ai même plus besoin de l'écouter. Tellement son esprit circule dans mes mains. Alors, voilà. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. La suite, ma page Facebook, ma chaîne YouTube, ma chaîne. C'est un peu tard, hein? On est rendu à ouvrir sa webcam à 3 heures du matin, là, 3h30. Il y a tellement de choses intéressantes dans la vie. C'est tellement incroyable d'exister. Je pense que je ne m'en remettrai jamais. Merci. Alors, vous connaissez la suite.